là, la deuxième loi de Newton, on a dit c'est la force résultante sur un corps, c'est égal à la masse fois son accélération. Là, la première chose, c'est de remarquer qu'il y a une flèche vecteur ici. Fait que ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'accélération va toujours être dans le même sens que la force résultante. Fait que si vous poussez, mettons, un objet avec une force résultante vers l'avant, ben, l'accélération va être aussi vers l'avant. C'est logique, là. L'accélération va suivre la direction, l'orientation de la force résultante que vous exercez dessus. Puis l'autre affaire que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que, bon, la force, comme on a vu, l'unité, c'est le Newton, symbole N majuscule. Mais, en fait, ce qu'on voit dans l'équation, c'est que le Newton, dans le fond, ça va être une masse fois une accélération. Fait que, dans le fond, un Newton, ça équivaut à 1 kg fois 1 mètre par seconde carré. Rappelez-vous que le Newton, c'est une unité composée, c'est pas une unité de base. Par contre, le kilogramme, lui, est une unité de base. Dans une unité de base, ça veut dire que c'est pas une unité qui est définie par rapport à autre chose. Elle est définie en elle-même. Un kilogramme, c'est défini en fonction d'un kilogramme étalon qui était dans un endroit sous plusieurs cloches à vide en France, à la base. C'était un gros bloc d'un métal précieux, je me rappelle plus exactement c'est dans quel matériau. Vous pouvez regarder sur Internet le kilogramme étalon. Et fait que ça, c'est défini comme ça. Cet objet-là, on a défini ça, c'est 1 kg. Mais bref, ces unités-là, kilogramme, mètre et seconde, sont des unités de base. Ils sont pas définies en fonction d'autres unités. C'est des unités de base. Mais le Newton, lui, c'est ce qu'on appelle l'unité composée. Je vais vous laisser maintenant travailler la série d'exercices qui commence à la page 140. En fait, je vais vous demander de faire tous les exercices numéro 1 à 12. Donc 140 à 142. Et juste partir un peu, là, numéro 1. On a une force résultante sur une masse M. Celle-ci subit une accélération de 3 mètres par seconde carré. Que devient l'accélération si la force est doublée? Fait que là, dans le fond, on va appliquer le principe de la deuxième loi de Newton. Fait que la deuxième loi de Newton dit si j'ai l'accélération est proportionnelle à la force, puis inversement proportionnelle à la masse. Fait que si je double la force, ça veut dire que je vais accélérer 2 fois plus. Fait que je vais passer de 3 à 6 mètres par seconde carré. Si la masse est 3 fois plus petite, donc encore une fois, pensez par exemple à un chariot d'épicerie, vous donnez une certaine force, ça donne une accélération de 3 mètres par seconde carré. Si votre chariot est 3 fois moins lourd, 3 fois moins massif, ben ça va accélérer plus. N'oubliez pas, c'est inversement proportionnel. S'il est moins chargé, votre chariot va accélérer plus vite. Il va accélérer donc 3 fois plus vite. Fait que si c'était à 3 mètres par seconde carré, mais là, il est 3 fois moins chargé, il va accélérer 3 fois plus, fait qu'il va accélérer à 9 mètres par seconde carré. Fait que vous allez pouvoir continuer ça. Et comme je dis, vous allez faire les numéros 1 à 12. C'est des numéros qui sont très très importants. Vous avez les corrigés qui se trouvent sur Colnet de toutes ces questions-là. Allons maintenant à la page 143. On va faire la section sur le diagramme de corps libre. Dans cette section-là, on va apprendre à étudier des situations un peu plus complexes que ce qu'on a fait dans les séries d'exercices précédentes. C'est-à-dire, on va appliquer la deuxième loi de Newton, une force résultante égale masse fois accélération, dans des situations plus complexes. Lorsqu'on a plusieurs forces qui s'exercent sur un objet, et surtout quand des forces s'appliquent dans des directions différentes, il faut absolument tracer les forces de façon à pouvoir résoudre le problème. Et on va faire ce tracé-là des forces, on va l'appeler le diagramme de corps libre, DCL. Donc en marge, on vous explique là, c'est quoi un diagramme de corps libre. C'est un schéma montrant un corps isolé. C'est pour ça qu'on appelle diagramme de corps libre. Libre veut dire isolé. On isole un corps libre de toute entrave sur lequel on représente par des vecteurs tous les agents capables d'exercer une force sur celui-ci. Donc on exerce toutes les forces qui s'exercent sur l'objet. Idéalement, on accompagne ce diagramme d'un système de référence dont les axes correspondent à la direction du mouvement. Un des axes correspond à la direction du corps, direction du mouvement du corps étudié. Donc, autrement dit, on fait un axe XY, puis il faut qu'il y ait un des deux axes, soit X ou Y, qui est dans le sens du mouvement.
juste avant d'attaquer, c'est un exemple là, pour illustrer ça. Je veux juste qu'on fasse un résumé là, des différentes forces qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, premièrement, on a parlé de la force exercée par la force de gravité. Là, ici, il faudrait peut-être changer ça parce qu'il dit l'agent, il dit c'est la gravité. Mais en fait, ce qui cause la force de gravité, c'est la Terre. Donc, l'agent, moi, je dirais plutôt la Terre ici. Alors, c'est la force de gravité. On va l'appeler FG et sa direction, c'est toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Ensuite, on peut avoir une poussée qui est exercée par un être humain et normalement, on va l'appeler P. Ben, c'est pas un symbole universel. Vous pourriez lui donner un autre symbole, ça serait correct. Mais généralement, nous autres, on va l'appeler P. La direction, ben, ça dépend. Parce que ça dépend justement dans le sens qu'on pousse. Ensuite, lorsqu'on exerce une force avec une corde, on va appeler ça une tension. Hein? On peut pas pousser avec une corde, on peut juste tirer avec une corde. C'est pour ça qu'on appelle ça une tension. Le symbole, on va utiliser T majuscule pour tension, et le sens, la direction est variable, ça dépend de la direction de la corde. Quand on a une force exercée par un ressort, on l'appelle la force de rappel, et on l'appelle F, et en indice, on écrit rappel, et encore une fois, ça dépend, ben c'est dans la direction du ressort. Donc, un ressort peut soit pousser un objet ou tirer un objet. Ensuite, on peut avoir la force de frottement, comme on avait tout à l'heure dans l'exemple. Alors ici, qu'est-ce qui cause la force de frottement? C'est les deux surfaces en contact. Et on va l'appeler F, indice F, pour force de frottement. Et ça va être à l'opposé du mouvement. Donc, la force de frottement s'oppose au mouvement du corps. Comme tout à l'heure, on avait, lorsque on poussait la chaise vers l'avant, la force de frottement était vers l'arrière. Ensuite, la force normale, ça je vous rappelle, c'est la force de contact entre deux objets solides. C'est ce qui permet de supporter un objet. Généralement, la force normale va s'exercer par le sol. Et on va l'appeler N majuscule. Et je rappelle, normal, dans le jargon des mathématiques, normal veut dire perpendiculaire. C'est synonyme de perpendiculaire. C'est pour ça qu'on l'appelle normal. Parce qu'elle est toujours perpendiculaire au sol, ou perpendiculaire à la surface qu'il exerce. La force de réaction, là ça peut être différents agents, mais ça peut être par exemple un réacteur, ou ça peut être comme on avait dit tout à l'heure, la marche. Je fais une action, je pousse le sol vers l'arrière, en réaction le sol me pousse vers l'avant. On va l'appeler R. Faisons un exemple de ça. On tire une caisse de 50 kg sur le sol en exerçant une force de 120 Newton. Okay, le garçon ici exerce une force de 120 Newton avec une corde qui est dessinée en noir. À l'aide d'une corde, faisant un angle de 40 degrés avec le sol. C'est l'angle qui est ici. Le frottement entre la caisse et le sol est de 32 Newton. Donc ça freine le mouvement de la caisse. Détermine l'accélération de la caisse ainsi que la force normale exercée par le sol sur la caisse. OK. Fait que la première, ça c'est une représentation de la situation. C'est ça qui se passe en réalité. Maintenant, là ce qu'on va faire quand on veut faire ce genre de situation-là, c'est qu'on va isoler un corps. Ici, vu qu'on veut savoir l'accélération de la caisse, ça veut dire que ça nous dit que le corps qu'on doit isoler, c'est la caisse. Donc, rappelez-vous le diagramme de corps libre. Quand on dit libre, c'est qu'on libère un objet de ses influences extérieures. On isole un objet. Dans ce cas-ci, le corps qu'on étudie, quand je dis le mot corps, c'est au sens large. Okay? Ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être une personne. C'est un corps, c'est quelque chose dont on étudie le mouvement. Dans ce cas-ci, c'est la caisse. Alors là, quelle force s'exerce sur la caisse? Ça, c'est la première chose à se poser comme question. Donc là, en fait, on a d'abord son poids. Évidemment, ça c'est la force facile, je dirais, parce qu'elle va toujours s'exercer. Dès que vous êtes à la surface de la Terre, vous avez un poids. Puis, c'est la force facile aussi parce que on sait dans sa direction, elle est toujours vers le bas. Donc ça, elle est facile à tracer celle-là. N'oubliez pas, on part les flèches du point d'application. Fait qu'ici, c'est le centre de masse de la boîte. Fait que on peut supposer que c'est au milieu de la boîte. FG. Ensuite, on a la normale. Là, ici, la normale, ils l'ont dessiné ici. Personnellement, je l'aurais plus dessiné en la partant du sol ici vers le haut, mais c'est pas trop grave là, dans ce cas-ci, mais en fait, ce qui est vraiment important, en tout cas, c'est que vous la dessinez
de façon perpendiculaire à la caisse, au sol, pardon, perpendiculaire au sol et vers le haut. Fait que ça, c'est la force avec laquelle le sol supporte la caisse. Ensuite, on a un frottement qui retient un peu la caisse dans son mouvement. Fait que FF, ici, vers l'arrière. On la trace au niveau du sol, parce qu'elle s'exerce justement entre le bas de la caisse et le sol. Et on a la tension de la corde, ici en noir. Cette tension-là, remarquez qu'elle est oblique. Donc, elle n'est ni verticale ni horizontale, elle est oblique. Quand vous avez une force oblique, vous devez la décomposer. Okay? Comme on faisait là, depuis le chapitre 1. Vous allez la décomposer avec le sinus et le cosinus dans sa composante X et Y. La composante en X, ici, c'est la jaune, puis la composante en Y, c'est celle qui est en rouge.